Merci, Monsieur le secrétaire perpétuel. Nous vivons, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de la famille, nous vivons dans un monde parfait. Des logiciels sont constamment présents pour optimiser notre temps. Nos architectes déploient des trésors d'inventivité pour optimiser l'espace dans lequel nous vivons. Des régimes multiples nous proposent de nous nourrir de manière optimale. Des livres entiers sont consacrés à l'optimisation de notre vie et comme nous vivons dans un monde de la surenchère, celui-ci propose même une optimisation optimale. On est donc déjà dans le domaine de la méta-optimisation. Depuis très longtemps en économie et en gestion financière, on essaye d'optimiser les stratégies d'investissement et de créer des portefeuilles optimaux qui balancent le mieux possible l'aspect risque et l'aspect rentabilité. Et comme nous vivons dans un pays où chaque citoyen et chaque entité est libre de choisir la voie la moins imposée, des cabinets font leur business de nous proposer de multiples outils d'optimisation fiscale. Mais en préparant cet exposé, j'ai trouvé beaucoup d'autres exemples. Je ne vous en donnerai qu'un qui m'a surpris. Voilà une société qui propose la gestion optimale d'une exploitation agricole. Puisque le concept d'optimum, d'optimisation, d'optimalité est si présent dans les discours et dans nos réflexions, il m'a paru intéressant de questionner justement ce concept. Que veut dire optimiser? Qu'est-ce qui est optimal? Comment trouver un optimum et quelle est la pertinence de ce concept? Alors, commençons évidemment par une définition. Optimiser, c'est mesurer, connaître, calculer, identifier, appréhender, percevoir une certaine grandeur qu'on considère comme représentative de l'état ou du comportement d'un système. C'est une définition un petit peu théorique et très large, mais cette grandeur, cette quantité, appelons-la par exemple le bonheur individuel, eh bien, ce sera l'objectif de la procédure d'optimisation. Pour atteindre cet optimum, on va devoir jouer de tous les leviers qui sont disponibles et en termes plus mathématiques, ça veut dire modifier, jouer, transformer les paramètres qui déterminent le système. Et en faisant ça, ce processus, on ne le conduit pas dans une liberté totale, on a à faire face à un certain nombre de limites qui peuvent être théoriques, légales, pratiques, technologiques, éthiques, qu'on appellera les contraintes du problème. Donc vous avez ici les trois dimensions principales de la problématique. On doit se donner un objectif, et je parlerai de différents objectifs et je critiquerai ou je montrerai les difficultés qu'il y a parfois à fixer cet objectif. On agira sur l'objectif en changeant, en modifiant des paramètres, j'en parlerai relativement peu, et je parlerai aussi beaucoup des contraintes en vous montrant que les contraintes déterminent le résultat de l'optimisation de manière assez forte dans la plupart des cas. Alors, les concepts dont je parle, objectifs, contraintes, paramètres, peuvent être appréhendés dans un contexte même non mathématique, mais évidemment, je vais ici le présenter avec une vision mathématique qui permet de clarifier les concepts et qui permet de les visualiser d'une certaine manière. Donc je vais souvent utiliser un diagramme très, très simple où je vais porter la valeur de la fonction objectif sur l'axe des ordonnées, la valeur du paramètre sur l'axe des abscisses, et la fonction objectif va se matérialiser par le graphe de la fonction qui lie l'objectif au paramètre. Et donc c'est sur ce type de courbe que je vais travailler, mais je vous rassure, ce n'est pas du tout un exposé mathématique. Alors optimiser, c'est chercher les extrémas de la fonction. Et si vous vous souvenez de vos cours de mathématiques du lycée, vous savez qu'à une fonction peut être associée une fonction dérivée et que la valeur de la dérivée en chaque point nous donne simplement la pente de la tangente à la courbe. Vous avez ici un point où la courbe est croissante, un point ici où la courbe est décroissante, et l'extrémum qu'on va chercher, c'est un point où la tangente est horizontale, où la courbe cesse de monter pour commencer à descendre, ou cesse de descendre pour commencer à monter. Je m'arrête là en ce qui concerne l'aspect mathématique des choses. Alors en général, quand on parle d'optimisation, on pense plutôt maximisation. Et on est un peu comme un alpiniste qui veut arriver au sommet de cette montagne. Mais je préfère en fait focaliser l'exposé sur la recherche d'un minimum,
parce que j'aime bien cette image du skieur ou de la pierre qui roule et qui, sous l'effet simple de la gravité, arrive au point le plus bas qui lui est accessible et puis s'arrête là. Et donc on va s'intéresser, on va visualiser la recherche de minimum. De toute façon, les concepts de minimum et de maximum sont interchangeables, puisqu'il suffit de renverser la courbe pour que le minimum devienne maximum et le maximum minimum. Ou, pour dire les choses autrement, si vous vous souvenez des Shadocks, il y a des Shadocks qui ont les pattes vers le bas et des Shadocks qui ont les pattes vers le haut et qui soutiennent la planète Shadok. Eh bien, pour un Shadok qui a les pattes vers le bas, un minimum est un minimum, et pour un Shadok qui a les pattes vers le haut, le minimum est un maximum, et réciproquement, c'est une propriété bien connue des mathématiques Shadok. Alors, la première chose que je voudrais faire au niveau de ce premier concept, qui est les concepts d'objectifs, c'est de vous dire que si on se trompe d'objectif, on atteindra un optimum, mais qui n'est pas celui qu'on souhaite. Et je prends, pour illustrer ce propos, un dessin de Gottlieb qui vient de la rubrique Abrac, et Gottlieb délire sur l'idée qu'au temps préhistorique, l'homme n'ayant pas encore inventé le cercle, ne connaissait pas la roue et que c'était très inconfortable de rouler dans un véhicule, dans un char, avec des roues carrées. Et donc, l'idée, c'est d'appliquer les techniques d'optimisation à cette problématique et de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer la situation ? En fait, si rouler avec des roues carrées est inconfortable, c'est parce qu'il y a un trop grand nombre d'angles et d'arrêts de vive, et chaque fois qu'on passe sur une de ces arrêts de vive, eh bien, on subit un chaos. Et donc, l'optimisation, naturellement, conduit à avoir un plus petit nombre d'arrêts de vive et donc des roues triangulaires. Vous voyez que si vous vous trompez de fonction objectif, vous optimisez le problème, mais pas forcément dans le sens que vous souhaitez. Un deuxième aspect qui est lié au choix de la fonction objectif, c'est que quand on choisit un objectif, on exclut tous les autres objectifs possibles, et on arrive très souvent à une optimalité qui est un petit peu trompeuse. Un exemple technique bien connu, le pneu qui fournit la meilleure adhérence sur sol sec, c'est un pneu parfaitement lisse. Je ne vous conseille pas de rouler avec des pneus lisses, par contre, sur de la neige ou sur de la pluie. Donc, en optimisant l'adhérence sur sol sec, on obtient un minimum très étroit, mais qui n'est pas pertinent dans un contexte plus général. De même, l'optimisation pure et simple de la masse musculaire conduit à un certain optimum, mais vous serez, je crois, d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas un optimum esthétique ou un optimum de santé publique. Alors, un deuxième problème lié à l'optimisation, c'est celui des minimums locaux et des minimums globaux. Si ma piste de ski ressemble à ceci, qui est une fonction un petit peu moins gentille que celle que je montrais tout à l'heure, eh bien, le skieur, en fonction de sa position de départ initiale, il va arriver soit ici, soit là, soit encore ici, soit encore là. Et ce n'est que si sa position d'origine, son point de départ est le bon, qu'il arrivera réellement à l'optimum absolu. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'un optimum local est un optimum ? Oui, en un sens, parce que quand on est coincé en ce point-là, tout mouvement, tout déplacement conduit forcément à une détérioration de sa situation et à une réduction de l'optimalité. Et donc, par exemple, un requin qui fait partie de la famille des poissons cartilagineux, c'est un animal qui est optimum en un certain point, un certain titre, puisqu'il n'a plus évolué depuis la fin du Mésozoïque, il y a 250 millions d'années. Tout changement dans la structure d'un requin lui est quelque part défavorable, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas forcément la production la plus aboutie de l'évolution. Alors, oui, donc en un certain sens, un optimum local est un optimum, mais en un autre sens, ce n'est pas l'optimum, puisque on peut gagner énormément en passant d'un optimum local à un optimum global, mais il faut insister sur le fait que ça demande forcément une prise de risque, une dépense d'énergie, puisqu'on doit quitter un état d'équilibre pour passer dans un autre état d'équilibre, et vous tirerez les conclusions philosophiques que vous souhaitez sur cette idée que quand on est dans une zone de confort, pour améliorer sa situation, on doit nécessairement prendre un risque et dépenser de l'énergie. Alors, puisque je parlais à propos du requin d'évolution, je voudrais faire une parenthèse en posant la question de savoir si l'évolution darwinienne est un processus d'optimisation. Alors,
Évidemment, dans la vision traditionnelle de l'évolution, qui est encore trop présente dans le public, où on imagine une évolution à finalité, enfin une évolution téléologique qui part des organismes les plus simples et qui évolue finalement vers ce qu'il y a de plus complexe et vers le roi de la création qui serait l'homme. Dans cette vision-là, oui, l'évolution est une optimisation. Mais on sait en réalité que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et que dans le meilleur des cas, l'évolution nous amène par tâtonnement vers un minimum local où un individu, une espèce, une population va au fil des générations présenter des mutations qui vont faire apparaître des traits. Ces traits vont être disons, évalués par l'environnement, s'ils sont favorables, s'ils permettent à l'individu ou à la population de se reproduire de façon plus importante, même de façon marginale à la génération suivante, eh bien ce trait va progressivement diffuser dans la population et va devenir majoritaire. Mais il faut insister sur le fait que c'est un processus extrêmement lent, très progressif et qui ne peut produire qui a un caractère de continuité, c'est-à-dire qu'il ne peut pas produire des changements radicaux d'organisation. Donc, l'optimum qui est atteint, si on peut parler d'optimum en évolution, c'est un optimum qui dépend fondamentalement des conditions initiales. Si l'évolution était capable de produire des plans d'organisation radicalement différents et de fonctionner par sauts, il est évident, à mon sens, que dans quelques générations, notre tronc supérieur présenterait une symétrie hexaradiée pour nous permettre de manipuler simultanément tous les objets de notre quotidien, et ce serait probablement plus optimal que ce que nous faisons aujourd'hui. Encore un autre problème lié à l'optimisation, c'est que jusqu'à présent, je vous ai montré une fonction qui ne dépendait que d'un paramètre. En réalité, les fonctions dépendent d'un très grand nombre de paramètres, et dès qu'on multiplie les paramètres, ici vous avez par exemple une fonction objectif choisi volontairement de manière très complexe, et les spécialistes de l'optimisation qui sont dans la salle la reconnaîtront certainement comme une fonction de test extrêmement dure des procédures d'optimisation, mais montre donc une surface de réponse, la valeur de l'objectif en fonction de deux paramètres, et vous voyez que la problématique des minimums locaux et globaux sur une fonction de ce type-là est extrêmement complexe. Dans l'introduction, je parlais d'optimiser sa vie, de vivre une vie optimale et de la vivre optimalement, etc. Et je montrais ce livre. En fait, il faut se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire optimiser un système dynamique? Qu'est-ce que ça veut dire optimiser quelque chose qui existe dans la durée? Et il y a trois philosophies différentes qui sont illustrées par trois citations ou trois proverbes. La première chose, c'est de se dire finalement, peu importe la trajectoire, ce qui compte, c'est le fait d'atteindre un certain objectif. On peut dire que c'est une application du principe que la fin justifie les moyens. Je pars d'un certain point, je veux arriver à un état optimal et peu importe la trajectoire. Le deuxième fait plutôt référence aux propos de Goethe, manifestement inspiré du bouddhisme, qui est de dire que le but, au contraire, c'est le chemin. Et ce qui compte, ce n'est pas tellement l'état final, mais ce qu'on aura accumulé tout au long du chemin et qui constituera notre enrichissement, que ce soit financier ou personnel, tout au long de la vie. Et le troisième, qui s'inspire plutôt d'un propos que Marguerite Yourcenar place dans la bouche de Zénon dans son magnifique roman L'œuvre au noir, et qui dit que qui serait assez insensé pour mourir sans avoir fait au moins le tour de sa prison. Et on peut dire que l'optimum, c'est d'avoir parcouru au long de sa vie tout l'espace de phase accessible. Donc vous voyez que la question de définir un objectif n'a jamais de réponse simple. Alors j'ai parlé d'objectifs, j'ai parlé de paramètres, je voudrais parler maintenant un petit peu de contraintes. La plupart du temps, quand on se pose un problème d'optimisation, on n'est pas libre de choisir le paramètre vraiment comme on le souhaite. Il y a des contraintes qui s'appliquent, et la contrainte la plus évidente à formaliser, c'est de dire que le paramètre ne peut prendre qu'un nombre limité de valeurs, en tout cas ne peut prendre ces valeurs que dans un intervalle déterminé. Donc ici, par exemple, le paramètre, la valeur horizontale, je ne peux prendre comme valeur que celle comprise entre ces deux limites. Alors ici, ça ne pose aucun problème parce que vous voyez que l'optimum se trouve dans l'intervalle. Donc les contraintes ne jouent aucun rôle. Par contre, très souvent,
l'optimum n'est pas dans la zone accessible. Et ce que je voudrais souligner, c'est que dans ce cas-là, l'optimum est nécessairement sur la contrainte. Et que dans ce cadre-là, le gain maximum s'obtient en déplaçant la contrainte. Là aussi, je vous laisse juge de la signification philosophique, si vous voulez, de ce principe, c'est que nous vivons dans un monde plein de contraintes. En général, l'optimum va se trouver en contact avec la contrainte et le progrès provient d'un déplacement de la contrainte. Il faut faire bouger les lignes pour faire avancer la situation. Alors, à ce sujet-là, si vous me permettez une nouvelle digression, je voudrais parler de la problématique de la contrainte en matière de création et en citant une phrase bien connue de Gide qui dit que l'art naît de contraintes, vit de lutte et meurt de liberté. Je crois en effet profondément que la production artistique a besoin de contraintes et que la liberté totale en art est un leurre qui conduit à des productions stériles. Alors attention, ne me prenez pas immédiatement au pied de la lettre, mais si vous comparez par exemple ces deux œuvres, une œuvre classique, caractéristique de l'académisme français du XIXe siècle, de Jean-Hippolyte Flandrin, et une production plus récente de notre consoeur Aïda Kazarian, vous avez certainement l'impression que Flandrin obéit à des règles extrêmement strictes et que Aïda pouvait bénéficier d'une totale liberté, donc la contrainte disparaît. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que je dirais plutôt, c'est que ici, la contrainte a un caractère hétéronome, c'est la société, c'est le mouvement artistique dans lequel Flandrin s'inscrit qui lui impose des contraintes qu'il est obligé d'accepter. Et la véritable liberté d'Aïda, c'est de se choisir elle-même ses contraintes, et donc on est dans le domaine de l'autonomie, mais elle s'impose un champ pictural carré, elle s'impose la dichromie, elle s'impose une technique bien particulière, alors elle est libre de choisir ses contraintes, mais s'il n'avait pas de contraintes, il n'y aurait pas de production artistique, à mon sens, mais on peut en discuter. Même chose en musique, si vous comparez cette partition autographe de Bach aux premières mesures du marteau 100 mètres de Boulez, vous pouvez penser que Bach obéit à des contraintes extrêmement fortes et que Boulez jouit d'une totale liberté. En fait, si vous regardez la démarche d'écriture de Boulez pour le marteau 100 mètres, il s'impose au contraire des contraintes extrêmement fortes, bien plus fortes en un sens que celles auxquelles devait obéir Bach. Mais là aussi, c'est évidemment ouvert à la discussion. Et je pense que l'un comme l'autre sont, pour citer Cicéron, esclaves des lois pour pouvoir être libres. Je ferme la parenthèse. Alors, une autre problématique qui se pose à propos des contraintes, c'est qu'on en a rarement une seule, on en a plusieurs. Et deux cas de figure peuvent se présenter. Imaginons par exemple que ce paramètre, pour une raison donnée, doit se situer entre ces deux valeurs, mais que pour une autre raison, ils doivent se situer aussi entre ces deux valeurs-là. Vous voyez évidemment que le paramètre ne peut plus varier que dans cette petite fenêtre. Les contraintes se superposent et c'est à l'intersection de ces contraintes que peut se placer éventuellement l'optimum. Et il peut arriver que les deux ensembles de contraintes soient incompatibles, donc il y a tout un tas de problèmes d'optimisation où on dit qu'il n'y a pas de domaine réalisable, on ne peut pas satisfaire en même temps les deux contraintes, et ça arrive plus souvent qu'on ne croit, notamment dès qu'on travaille sur des paramètres multiples, même simplement dans un plan, si ceci représente le premier paramètre, ceci le deuxième paramètre, et qu'on se limite à des contraintes linéaires, vous voyez que progressivement le domaine accessible se restreint, et donc il y a des limites au processus d'optimisation, et il faut à ce moment-là transiger sur les contraintes. Dernière chose que je voudrais dire à propos d'objectifs et de contraintes, c'est que les objectifs et les contraintes sont interchangeables. Par exemple, dans le domaine dans lequel je travaille, on cherche souvent, prenez par exemple un moteur, on veut optimiser sa puissance et on veut réduire sa masse. Eh bien, on va souvent prendre un des deux comme objectif et l'autre comme contrainte. Et on peut soit optimiser la puissance à masse donnée, soit optimiser, réduire la masse en essayant de conserver une puissance déterminée. Si j'applique ça au monde de l'entreprise, je voudrais souligner ce qui, pour moi, le caractère suicidaire des stratégies de gestion d'entreprise qui consistent à maximiser le profit. Si je veux maximiser le profit de mon entreprise en 2015, et je dis ça sous réserve parce qu'il y a certains membres de
de la société qui sont présents, il y a une solution toute simple et qui va fonctionner à coup sûr. C'est de licencier tout le monde avant la fin de l'année et de compter sur l'inertie des clients pour vendre quelques copies du logiciel l'année prochaine. J'aurai donc un certain chiffre d'affaires, zéro coût et une rentabilité maximum. C'est évidemment une stratégie qui maximise le profit à court terme, mais qui tue la pérennité de l'entreprise. Donc pour moi, le bénéfice ne peut pas être un objectif de la stratégie de l'entreprise, il doit être une contrainte, parce qu'on ne peut évidemment pas fonctionner avec une entreprise qui est déficitaire parce qu'elle va clairement disparaître rapidement quand ses fonds propres auront été consommés. Mais une fois qu'on a assuré un certain modèle de rentabilité, eh bien, il ne me paraît pas pertinent de chercher à maximiser le profit. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'il est préférable d'optimiser pour assurer la croissance de l'entreprise, sa viabilité à long terme. Et donc, le profit est une contrainte. Le profit doit être certainement positif, mais même au-dessus d'un certain niveau, pour assurer la pérennité, pour permettre les investissements, mais il ne doit pas être un objectif. Donc si je peux faire une première synthèse, optimiser, c'est se donner un objectif, et vous avez vu que ce n'est ni évident, ni neutre, il y a même une sorte de dimension éthique à la problématique de l'objectif. Consiste aussi à déterminer les paramètres qu'on juge pertinents, et on ne pourra jamais les prendre tous en compte, et puis comprendre et expliciter les contraintes qui s'appliquent au problème, ce qui va définir le domaine accessible, qui peut éventuellement être vide, et les contraintes, comme je l'ai montré, déterminent au moins autant que l'objectif la nature réelle de l'optimum qui sera atteint. Alors, les minimums locaux sont des pièges qu'on pourrait appeler des zones de confort, éloignées du véritable optimum, et dont on ne sort que par une prise de risque. Maintenant, je voudrais parler des objectifs composites. On est parti d'un objectif, un paramètre, un objectif, plusieurs paramètres. Voyons maintenant ce qui se passe quand on a plusieurs objectifs. Je reprends l'exemple d'une voiture. Qu'est-ce que ça veut dire optimiser une voiture dans sa conception? Ça veut dire optimiser son aérodynamique, ça veut dire optimiser sa résistance au crash, réduire sa consommation de carburant, améliorer sa vitesse de pointe. Tous ces éléments sont pertinents et doivent être en un sens optimisés, mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas en même temps optimiser la puissance, réduire le carburant, alléger la voiture et améliorer sa résistance au crash, avoir une très bonne optimisation, une très bonne aérodynamique et concilier ça avec d'autres aspects. Donc, quand il s'agit d'optimiser sur plusieurs objectifs, on est plus ou moins contraint de les mélanger tous pour aboutir à un objectif unique. C'est en tout cas une des deux stratégies, c'est de créer un objectif composite. Mais en faisant ça, on additionne réellement des pommes et des poires. Et vous savez depuis l'école primaire qu'on ne peut pas faire ça, ce ne sont pas les mêmes unités. Et donc, on est obligé, pour les combiner, de les multiplier par des coefficients qui sont en pomme moins 1 et en poire moins 1, de les additionner pour obtenir un objectif composite. Le problème, c'est que le choix de ces deux paramètres, il n'est pas évident non plus, et il n'est pas neutre. Si je donne un poids beaucoup plus important à ceci, j'obtiendrai essentiellement de la compote de pommes. Si je donne un poids beaucoup plus important à ça, j'obtiendrai de la compote de poire. Croire qu'il y a une rationalité dans le choix de ces paramètres, c'est faux. Si je prends un exemple un petit peu plus sérieux, si je reviens à l'exemple de la voiture, nous le vivons au quotidien, par exemple, chez nos clients ou chez nos clients avionneurs, il y a deux objectifs importants pour les moteurs d'avion. C'est le bruit, il y en a trois, le bruit, la consommation et la pollution. Et il est évident que l'importance qu'on donne à un paramètre ou à l'autre ne fait que refléter des rapports de force. Donc on est dans un domaine qui ressort d'une sorte de décision politique et certainement pas d'une décision technique. Et on prétend être rationnel dans les choix, mais en l'occurrence, on ne l'est pas. Alors dans notre classe, sous l'impulsion d'Isabelle Cassirs, on a souvent discuté aussi du produit national brut. Le produit national brut, ou produit intérieur brut, est un exemple d'objectif composite qui reprend différents éléments chiffrés. On essaye d'améliorer cet indice en passant par exemple à des indices des indicateurs de développement humain qui essayent de trouver un meilleur équilibre entre la richesse nationale, la santé publique, l'enseignement, le taux d'emploi, etc. Mais malgré tout, la démarche est toujours la même, c'est de prendre la société tout entière, la presser pour essayer d'en faire sortir un chiffre unique qui ne peut pas évidemment
être représentatif de la réalité. Et puisque j'ai cité Isabelle Cassirs, je vais la citer une deuxième fois. Elle est actuellement au Bhoutan, et vous savez que le Bhoutan est le pays du bonheur national brut, et je nous souhaite à tous d'arriver à cet objectif, peut-être par des voies différentes, nos propres voies, mais en tout cas d'arriver au bonheur brut maximum. Alors, donc, quand on a plusieurs objectifs, une première approche consiste à créer un objectif composite. Une deuxième approche, c'est d'analyser les choses en termes de front de Pareto. Pareto, à la charnière entre le 19e et le 20e siècle, a fait cette analyse. Je vais l'expliquer de façon extrêmement simple. Ce que dit Pareto, c'est que quand on a deux objectifs, un premier objectif, un deuxième objectif, en fait, on peut toujours tracer une ligne qui va séparer les états réalisables du système des états qui ne sont pas réalisables. L'ensemble des points verts qui apparaissent sont des états réalisables du système. L'ensemble des points rouges sont des états non accessibles du système. Et en fait, ce qui est intéressant et ce qui constitue un optimum au sens de Pareto, ce sont les points bleus qui apparaissent sur la courbe. L'intérêt de ces points, c'est qu'on ne peut pas, si je prends n'importe lequel d'entre eux, je ne peux pas améliorer l'objectif numéro 1, la valeur de l'objectif 1, sans simultanément détériorer la performance par rapport à l'objectif numéro 2. Alors, si je prends un exemple pour vous montrer l'intérêt, mais aussi les limites de l'analyse de Pareto, prenons l'exemple d'une société avec deux individus qui doivent se partager la richesse globale disponible. Eh bien, donner la totalité de la richesse à l'un des individus et rien à l'autre est optimum au sens de Pareto, puisque si j'enlève quoi que ce soit l'individu numéro 1, eh bien, je détériore sa position, même si c'est pour améliorer celle de l'autre. Donc vous voyez que tous les optimums possibles sont disponibles, sont possibles, et qu'il y a un véritable choix à faire. Et de nouveau, il y a une dimension politique qui intervient. Comment est-ce que je fais ce choix et vers quel choix est-ce que je vais aboutir? Alors, aujourd'hui, Pareto, la notion de front de Pareto est utilisée dans tous les domaines où on fait de l'optimisation, et on cite Pareto à tort et à travers, mais Pareto avait fait son travail dans un contexte très particulier, puisqu'il était un élève de Léon Walras, et qu'il a contribué également à... Walras est le premier à avoir posé la problématique des équilibres généraux en économie, et donc de se demander si dans une société où se produisent de multiples échanges, où il y a une demande, une offre, des prix, s'il est possible d'atteindre un objectif. Et je ne vais pas rentrer dans cette théorie que je connais d'ailleurs très, très mal, mais disons qu'il y a un triple problème qui se pose. Est-ce que l'équilibre existe? Est-ce qu'il est unique? Est-ce qu'il est optimal? Et je pense que c'est une théorie qui est extrêmement intéressante, qui s'est largement développée, mais qui, je pense, insiste trop sur l'équilibre, et nous savons que nous vivons dans une société qui est en perpétuel déséquilibre, et je citerai simplement cette phrase de Keynes qui me paraît appropriée, même si elle est très ancienne. Elle dit « L'approche à long terme est un guide trompeur pour les affaires courantes. À très long terme, nous serons tous morts, c'est une tautologie. Les économistes se donnent à eux-mêmes une tâche qui est trop simple et trop inutile, si la seule chose qu'ils peuvent dire par des temps de tempête, c'est qu'une fois que l'orage sera passé, l'océan sera de nouveau plat. Mais un des résultats fondamentaux de la théorie des équilibres généraux, ce sont ce qu'on appelle les deux théorèmes du bien-être. Alors, le premier théorème du bien-être dit que tout équilibre au sens de Walras, tout équilibre économique au sens de Walras, conduit à une allocation des ressources, donc à l'ensemble de la société, qui est Pareto-efficiente. Donc on a ici une idée d'optimalité en économie. Mais comme je l'ai dit, la Pareto-efficience n'est pas en soi nécessairement souhaitable. Et tous les points qui sont sur le front ne sont certainement pas équivalents. Le premier théorème est souvent un argument en faveur, c'est une sorte de mathématisation de la main invisible d'Adam Smith, c'est de dire laissons faire et on arrivera à un point d'équilibre. Le deuxième théorème est, à mon sens, encore plus intéressant, puisqu'il dit que tout optimum de Pareto, n'importe quel point sur le front, peut être atteint par les processus d'équilibre de Walras après une réallocation des dotations initiales. Il ne s'agit même pas d'une redistribution progressive dans le temps de la richesse, mais simplement d'un repositionnement
de la richesse de chacun au moment initial, et si à partir de là on laisse le premier théorème agir, on arrivera sur le point qu'on souhaite du front de Pareto. Donc ça redonne une certaine place à l'action politique, mais qui est très limitée et qu'on peut un petit peu assimiler au démon de Laplace en matière d'astronomie, c'est-à-dire Dieu est là pour fixer les conditions initiales et à partir de là, le système se débrouille tout seul. Alors ces deux théorèmes sont importants, mais ils ont été évidemment battus en brèche, notamment par Greenwald et Stiglitz, qui montrent que pour être vrais, ces théorèmes font deux hypothèses radicales et que ces hypothèses ne sont pas rencontrées. La première, c'est qu'il faut que l'information soit parfaite, c'est-à-dire qu'on connaisse absolument tout de la situation du système, et il faut aussi que les marchés soient complets, c'est-à-dire en gros, et j'espère que les économistes m'excuseront d'être très imprécis, c'est qu'on peut en gros se couvrir par rapport à n'importe quelle situation future en s'échangeant des sécurités, et de nouveau c'est une condition qui n'est en réalité pas remplie. Donc dès que l'information est imparfaite, dès que les marchés sont incomplets, l'équilibre qui est atteint ou qui serait atteint n'est pas Pareto efficient. Et donc la main invisible d'Adam Smith a beaucoup vieilli et elle me paraît un petit peu sclérosée. Deuxième synthèse, avant les conclusions. Donc dans tous les cas réels pertinents, on fait face à des problématiques où les objectifs sont multiples, où ils doivent être donc soit combinés en objectifs composites, soit hiérarchisés au sens de Pareto. Ce n'est pas un processus qui est authentiquement rationnel. C'est un choix qui est fait et donc qui véhicule un certain nombre de valeurs. Alors, le front de Pareto rassemble tous les points d'équilibre, si on peut, peut-être pas un bon usage du mot équilibre, mais je l'utilise quand même, des points en tout cas où toute amélioration d'un aspect entraîne la détérioration d'un autre. Et optimiser, c'est alors choisir un point du front de Pareto. Je vais conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ce que j'ai voulu montrer, et j'espère que certains de mes collègues m'excuseront de faire ce que beaucoup n'aiment pas, c'est de la pensée analogique et un usage métaphorique de concepts mathématiques, mais il me semble toujours pertinent de penser un questionnement stratégique en termes d'objectifs, de paramètres, de contraintes, et de se poser la question de savoir si on a atteint un optimum et s'il est local ou s'il est global. Mais en faisant ça, il ne faut pas s'illusionner sur la possibilité d'atteindre un optimum, ni sur la pertinence de celui-ci, et encore moins s'illusionner sur la rationalité du processus, puisqu'à plusieurs reprises, je vous ai montré la dimension politique, au sens qu'Alain donnait au mot politique, qui apparaît. Donc, c'est en ce sens-là que le sous-titre disait que l'optimalité est un mythe. Pour moi, effectivement, l'optimalité est un mythe. C'est un mythe utile, mais c'est un mythe quand même. Alors, je vais maintenant passer la parole avec beaucoup de plaisir à François Sulkens, qui va vous parler de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, vous pouvez penser que le sujet n'est pas du tout lié au mien. Effectivement, c'est une des richesses de la classe technologie et société d'aborder des sujets extrêmement variés. Et pourtant, il y a un lien relativement évident, parce que la question que je voudrais poser à François Sulkens, c'est de savoir si les droits de l'homme doivent être un objectif, s'ils sont une contrainte ou s'ils sont une variable d'ajustement. Je vous remercie de votre attention.